de Fortinet pour les technologies opérationnelles et je veux surtout mettre l'emphase sur la déception qui, d'un point de vue opération industrielle, est très efficace à très peu de problèmes du côté des TO, parce que souvent, quand on fait de la cybersécurité du côté des TO, il y a un risque et les gens des TO n'aiment pas les risques. Je vais commencer par vous parler brièvement de Fortinet, pour ceux qui ne connaissent pas encore Fortinet. Donc, c'est une compagnie qui a été fondée au début des années 2000 pour créer des pare-feux de nouvelle génération, les Next Generation Firewall. Ça reste encore le flagship de Fortinet, qui est le FortiGate. Ce pare-feu est au cœur de toutes nos solutions. On a plus de 700 000 clients à travers le monde qui utilisent cette technologie. Mais avec les années, donc au cours des années qui ont suivi la création de l'entreprise, le portfolio s'est élargi. On a maintenant plus de 50 solutions de cybersécurité. Un point très intéressant à noter est que dans plusieurs de nos technologies, incluant le FortiGate, on utilise nos propres processeurs à l'intérieur de ces équipements-là, ce qui nous donne un avantage côté traitement, vitesse de traitement et consommation d'énergie. Nous avons aussi, quand on parle de cloud infonuagique, plusieurs points de présence à travers le monde. La raison pour laquelle j'en parle d'un point de vue opérationnel, c'est, comme j'expliquais plus tôt, on voit de plus en plus de migration de certaines tâches opérationnelles vers le cloud. Et il faut garder en tête la protection de ces systèmes-là, mais en même temps aussi, il faut garder en tête ce qu'on appelle en anglais le data sovereignty, où sont stockées les données et où transigent les données. Donc, ça peut être important selon l'environnement où vous êtes, le type d'organisation que vous avez, où ces données peuvent être très importantes. Donc, on veut pouvoir les protéger, mais en même temps, éviter qu'ils transigent à travers le monde pour être protégés aussi. Les technologies opérationnelles, j'aime bien faire un petit rappel sur ce que sont les technologies opérationnelles parce qu'à l'origine, on parlait de protection, cybersécurité pour l'industriel. Mais avec le temps, on a réalisé que ça couvre beaucoup, beaucoup plus que juste l'industriel. On parle de opérationnel. Et quand on parle d'opérationnel, ça couvre, oui, bien entendu, tout le monde du manufacturier, mais ça couvre aussi le côté de la santé, le côté IMOTIC, donc la gestion des immeubles, le côté télécommunication, le transport routier, les mines, pétrole et gaz, par exemple. On parlait tout à l'heure de la loi 25 du Québec, le C-27 du gouvernement du Canada, mais on parle aussi d'un côté opérationnel beaucoup du projet de loi C-26 du gouvernement du Canada qui va contrôler les infrastructures critiques. Donc, il va falloir avoir un minimum de cybersécurité pour les infrastructures critiques afin d'assurer le bon fonctionnement de notre pays. Et c'est pour ça que quand on parle de technologie opérationnelle, c'est beaucoup plus grand que juste l'industriel. Ça touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et les technologies opérationnelles, en bref, ce que c'est dès qu'on touche avec le monde physique. Donc, que ce soit pour aller lire des valeurs, pour aller affecter ce monde-là, c'est ce qu'on appelle le cyberphysique. Et c'est souvent associé aussi à une source de revenus ou associé à livrer le service que l'organisation est censée faire. Et toute perturbation au niveau opérationnel, à ce moment-là, va affecter soit la source des revenus, la source de revenus de l'organisation, ou affecter sa capacité à offrir un service. On parle au domaine de la santé, par exemple, l'hôpital. Un hôpital, si son opération est affectée, l'hôpital n'est plus en mesure d'offrir des services de santé, des soins de santé à ses patients. Et les conséquences deviennent aussi des conséquences physiques. Comme là, j'expliquais, on réduit la quantité de patients qu'on peut voir dans une journée, par exemple, dans un hôpital, mais on va parler aussi de contrôle sur l'environnement, des déversements de produits chimiques, des déversements d'eau usée. On va parler ultimement de risque à la vie. Donc, si on tombe en sécurité physique pour des pipelines, de la machinerie industrielle, des lignes haute tension, c'est l'aspect physique concret
de notre monde qui, à ce moment-là, peut avoir des conséquences fâcheuses. On voit à travers le temps que les attaques ont augmenté d'un point de vue opérationnel. Et à l'origine, on parlait souvent d'attaques qui étaient du côté des TI et qui traversaient du côté opérationnel, du côté des TO. On voit de plus en plus, comme on l'expliquait plus tôt aujourd'hui, les attaques commencent à cibler de plus en plus le monde opérationnel pour les distributions électriques, pour les usines, pour les distributions. Et le but est d'affecter ces organisations-là. Des statistiques le démontrent. On parlait plutôt, beaucoup de brèches ont été faites avant 2022 aux États-Unis, mais on parle d'un point de vue opérationnel. 7 compagnies sur 10 sont touchées par des incidents de cybersécurité d'un point de vue opérationnel. Et plusieurs d'entre elles ont plus d'une brèche ou plus d'un incident par année. C'est immense. Et les conséquences à ce moment-là pour une entreprise, ça va de l'arrêt de production ou l'arrêt de livrer des services à des pertes de revenus, à des problèmes à rencontrer les certifications en place et ultimement, toujours aussi, la réputation de l'entreprise ou de l'organisation. Donc, les gens perdent confiance et à ce moment-là, les conséquences peuvent durer très longtemps. Pourquoi est-ce compliqué, les technologies opérationnelles, de les sécuriser? Bien, ce sont des systèmes qui n'ont pas été prévus pour ça. Ce sont des systèmes simples qui sont conçus pour répéter une tâche physique, mécanique, potentiellement, de façon très répétitive, très précise, très rapide. Donc, ce sont des systèmes minimalement conçus pour cette tâche. La cybersécurité n'a pas été designée dans ces systèmes-là et souvent, ils n'ont même pas la capacité d'appliquer de la cybersécurité à l'intérieur de ces systèmes-là. On les connecte parce qu'on parle de transformation numérique, la quatrième révolution industrielle. On veut aller chercher l'information de ces systèmes, on veut pouvoir leur donner de l'information, que ce soit pour connecter le système d'éclairage d'une bâtisse à son ascenseur, pour pouvoir allumer et éteindre automatiquement les lumières. On veut les connecter. Le but est d'optimiser le fonctionnement de ces systèmes-là, pouvoir économiser autant d'argent possible ou tirer le maximum de revenus de ces équipements-là. En les connectant, on augmente la surface d'attaque considérablement. On va même jusqu'à les connecter via des réseaux cellulaires 3G, 4G, LTE, 5G. On déploie de plus en plus de IoT, le Internet of Things. On connecte tout ce qu'on peut pour aller chercher le plus d'informations possible pour pouvoir faire avoir des décisions les plus éclairées possibles. D'où vient du AI? On veut fournir le plus de données possible à tous les systèmes d'AI qui sont en train d'apparaître pour différentes solutions qui existent à travers le monde. Depuis le COVID, on a des accès à distance de plus en plus utilisés, que ce soit pour les employés ou les contracteurs ou les fabricants. Donc, les fabricants, on a maintenant, quand on achète de l'équipement, on a des garanties de service ou on a des contrats de service à distance pour éviter d'avoir le technicien qui vient visiter l'unité de ventilation sur le toit de l'immeuble à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines. On peut le faire à distance maintenant et envoyer le technicien uniquement s'il y a besoin de remplacer une pièce. Donc, on veut être plus efficace et économiser des coûts, que ce soit pour le contracteur, lui, veut économiser des coûts pour pouvoir faire plus d'argent, mais que ce soit aussi pour vous, en tant que client, de pouvoir réduire justement la facture que vous avez parce que maintenant, ce fournisseur-là ne vous chargera pas aussi cher parce qu'il n'y a pas besoin de payer pour le technicien tout le temps. Et ultimement, vous avez probablement aussi des réglementations à suivre, que ce soit dans le milieu alimentaire, pharmaceutique, pour les données avec les lois. Donc, il faut pouvoir suivre ces réglementations-là, les appliquer et les surveiller côté déploiement. Et comme je disais plus tôt, on fait tout ça que pour une chose, c'est connecter ces équipements-là pour aller chercher l'information, aller porter de l'information dans ces équipements-là. Donc, c'est la transformation numérique, la quatrième révolution industrielle. Quand on parle de l'industriel, mais quand on parle de l'OT, les TO en général, on parle de transformation numérique.
Maintenant, si on regarde les solutions Fortinet, j'en ai glissé un mot durant le panel. L'idée est, on veut à la base pouvoir réduire le nombre de fournisseurs de point solution, de solutions individuelles de cybersécurité qui peuvent devenir compliquées à gérer dû au nombre, qui ne sont pas faites pour communiquer entre elles. Il y a eu une migration qui a commencé il y a quelques années. Euh, Gartner appelle ça le Cyber Security Mesh Architecture. L'idée est de réduire le nombre de fournisseurs qu'on a ultimement et le est de réduire tout ça à un nombre limité de plateformes. Et à l'intérieur de ces plateformes, les différentes solutions sont faites pour parler entre elles. Donc, ça va augmenter la quantité d'informations qui est utilisée, qui est disponible pour l'équipe de cybersécurité, l'équipe d'analystes, et en même temps réduire la charge parce que ce sont des mécanismes, des solutions qui sont faites pour parler entre elles à la base. Chez Fortinet, ce concept de plateforme s'appelle le Security Fabric, où nos différentes solutions s'intègrent entre elles, fonctionnent ensemble pour pouvoir réduire la complexité, faciliter la gestion et automatiser le plus possible la détection et le temps de réponse afin de réduire le fardeau sur les équipes d'analystes. Si on regarde le Security Fabric d'un côté opérationnel, ben, les piliers du Security Fabric qu'on a, qui sont le Secure Networking, Zero Trust, Security Operation, l'intelligence artificielle et notre écosystème de partenaires, on les applique en Théo pour répondre à certains besoins. Donc, le Secure Networking va nous aider avec la transformation numérique. On connecte tous les équipements. Donc, on veut un réseau sécurisé à la base. Plutôt que de connecter les équipements et ensuite figurer comment les sécuriser, est-ce qu'on peut avoir un réseau sécure à la base au moment même de les connecter? Ensuite, une fois que ces équipements sont connectés, on veut pouvoir gérer les accès à l'intérieur du réseau. Donc, de là, on va parler de NAC, PAM, Zero Trust Network Access, pour pouvoir contrôler ces différents accès entre personnes et machine-machine. On peut pouvoir fonctionner sur la convergence TI-TO. On parle souvent de convergence parce qu'on connecte les réseaux. Chez Fortinet, on parle de convergence TI-TO dû au fait qu'on veut une seule organisation, pas une organisation TI, une organisation TO à l'intérieur de votre entreprise. Il ne s'agit que d'une seule organisation. On veut pouvoir avoir une vue d'ensemble sur l'entreprise au complet, que ce soit TI ou TO ensemble. On veut pouvoir partager à ce moment-là les plateformes, que ce soit pour le SIM, analyse, détection, réponse, ou même on veut réutiliser les mêmes plateformes des deux côtés de l'entreprise pour pouvoir optimiser le temps de réponse et réduire la charge sur les opérateurs et l'équipe d'analyse de sécurité. C'est bien beau réutiliser les mêmes technologies, mais il faut quand même s'assurer d'avoir des solutions qui sont propices au monde opérationnel ou au monde industriel, si c'est votre cas. Donc, on veut pouvoir prendre les technologies qu'on a et augmenter leurs connaissances, augmenter leur capacité avec des connaissances opérationnelles. Et c'est là qu'on a, nous, le FortiGuard Lab, qui nous permet d'augmenter ces connaissances avec des capacités industrielles dans nos différentes solutions. Ultimement, on a plusieurs partenaires avec qui on peut faire affaire parce on ne prétend pas être capable de tout faire, mais ce qu'on ne peut pas faire ou que d'autres peuvent peut-être faire mieux que nous, on s'associe avec eux. Puis on va parler de fabricants d'équipements industriels, de solutions de détection côté OT, par exemple. Ce que ça donne en réalité, on veut travailler sur déployer notre réseau sécurisé à la base, donc contrôler le flot d'informations à l'intérieur du réseau. On veut pouvoir comprendre c'est quoi qu'il y a dans le réseau. Je vais en parler un peu plus tard avec NIST, mais on ne peut pas protéger ce qu'on ne sait pas qui existe dans le réseau. Donc, il faut comprendre ce qu'il y a dans le réseau, comprendre, pouvoir l'analyser d'un point de vue opérationnel. On veut pouvoir contrôler les accès à l'intérieur du réseau opérationnel ou entre les TITO.
pouvoir travailler sur la sécurité de tous nos équipements qui sont connectés. On parle de Endpoint Security, donc EDR, EPP sur des postes Windows ou Linux, par exemple. Mais dans un monde opérationnel, quand on va parler de IoT, on va parler d'automates, on ne peut pas mettre de Endpoint Protection sur ces équipements-là. Donc, on va pouvoir les protéger avec d'autres mécaniques, comme par exemple le virtual patching. On va pouvoir filtrer le trafic qui va vers ces équipements-là pour les protéger comme s'ils avaient un EDR, par exemple. On veut travailler sur les NOC, SOC, mais d'un point de vue convergé. Donc, c'est pour ça qu'ici, ces solutions-là sont déployées à la limite entre les TI et les TO. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on veut une vue globale de l'organisation au complet. On ne veut pas avoir deux systèmes différents et après ça, devoir faire une corrélation entre des alertes entre deux systèmes. On veut être capable de comprendre notre information à une seule place, mais être capable de traiter l'information qui vient du réseau opérationnel comme étant de l'information d'un réseau opérationnel. Donc, il faut avoir un SIM qui comprend tant les TI que les TO pour être capable de pouvoir faire des décisions éclairées. Et finalement, je vais en parler un peu plus loin, la déception, par exemple, ou le sandboxing pour les menaces avancées. On en a parlé beaucoup. Les acteurs malicieux peuvent passer des mois dans un réseau. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir détecter ça plus tôt, pour pouvoir réagir plus tôt? Bien entendu, toutes nos solutions sont alignées avec des références existantes comme NIST. Donc, on a plusieurs solutions qui vont s'appuyer sur les différents piliers de NIST. Un de mes préférés, le premier pilier d'identification, parce qu'on ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas. Donc, il faut avoir une vue sur le réseau pour ensuite être capable d'identifier les différents équipements qu'il y a dans votre environnement pour ensuite prendre une décision éclairée sur comment les protéger. On parlait plutôt de 62443, qui est un modèle très bien établi, mais très étoffé d'un point de vue industriel. Mais on peut l'appliquer en dehors du monde industriel aussi, au TO en général, ou dans la façon dont on va segmenter les différentes composantes du réseau, les différentes cellules, que ce soit des cellules de production ou des cellules de service. On peut segmenter le réseau en conséquence, déployer différentes solutions à différents niveaux pour maximiser notre capacité de bloquer des attaques. Donc, on veut réduire le risque au maximum en déployant plusieurs solutions pour minimiser le risque. En réalité, le portfolio Fortinet, comme j'expliquais, on a plus d'une cinquantaine de solutions. On réutilise habituellement toujours les mêmes solutions, que ce soit du côté TI ou TO, mais on va augmenter certaines solutions de connaissances TO. Donc, par exemple, le FortiGate, à la base, l'engin IPS ne couvre que les TI. On peut ajouter des signatures OT à l'intérieur. On peut ajouter le virtual patching OT à l'intérieur du même FortiGate. Ce qui veut dire que n'importe quel FortiGate peut agir en tant que pare-feu de segmentation ou pare-feu à l'intérieur même du réseau des TO. On a aussi des versions je sais pas si ça va fonctionner, des versions rugged qui peuvent être déployées dans des environnements comme des stations de pompage pour des municipalités ou à l'intérieur de l'usine dans des panneaux. Toutes ces solutions-là sont normalement déployées en fonction d'une échelle. Il y a des courts-circuits en fonction du niveau de maturité du côté des TI. On peut souvent réutiliser des connaissances avancées du côté des TI pour déployer, par exemple, la déception, pour avoir, puisqu'on est en mesure d'attraper les alertes que la déception pourrait donner pendant qu'on déploie des mesures plus de base du côté du réseau opérationnel. Nous avons bien entendu des solutions spécifiques au monde industriel, de l'équipement rugged, que ce soit pare-feu, switch, access point. On a même de l'équipement pour des véhicules, le FortiExtender. La beauté de ces équipements-là est qu'ils utilisent le même système d'exploitation que les versions des TI. Donc, vous pouvez bénéficier des connaissances que vous avez déjà à l'intérieur de l'entreprise lorsque vous déployez la sécurité du côté des TO. Donc, vous n'avez pas des nouvelles
connaissances à apprendre, pas à avoir une deuxième équipe pour gérer les équipements industriels, par exemple. Vous pouvez réutiliser la même équipe, les mêmes connaissances. Aussi, si vous n'avez pas besoin de la forme industrielle de ces différents équipements-là, ben, à ce moment-là, vous pouvez faire exactement les mêmes choses, mais à partir des versions TI ou même virtuelles de nos pare-feux, par exemple. J'ai dit que j'allais parler un peu de la déception. On est rapide, on n'a pas beaucoup de temps pour ça, mais la déception est très, très bien du côté Théo parce que ça va nous donner un indicateur très, très tôt si jamais il y a des acteurs qui font de la reconnaissance dans le réseau. Et d'un point de vue opérationnel, c'est très bien parce que on limite, ne touche pas au réseau opérationnel. Ce sont des leurres qui sont déployés dans ces équipements-là ou dans les machines virtuelles. Alors, on n'a pas besoin d'aller faire des modifications sur des équipements qui sont déjà sur le plancher ou sur le toit de la bâtisse ou à l'intérieur de l'entreprise, l'organisation. On fait juste déployer ça en parallèle et ça attend. Très peu de ou pas de faux positifs parce que si quelqu'un atterrit sur cet équipement-là, il y a quelque chose de pas correct qui se passe. Soit c'est un acteur malveillant en phase de reconnaissance ou quelqu'un à l'interne a fait une erreur ou n'a pas suivi une procédure interne. Donc à ce moment-là, il y a quand même une faute qui devrait être analysée et remédiée. Donc, c'est très, très bien. C'est ce que j'appelle, ça nous permet d'acheter du temps du côté opérationnel pour déployer les euh, solutions de base comme la segmentation de base, périmètre ou microsegmentation, le temps requis pour déployer le NAC, par exemple, ou le PAM. Donc, ça va nous permettre d'avoir quelque chose dans le réseau qui va nous avertir très tôt si on est compromis pour réduire ce plusieurs mois, quelques heures ou voire quelques minutes. La façon dont la déception fonctionne, à ce moment-là, on déploie le système de déception. Sur ce système-là, on va déployer des leurres et ces leurres servent à euh, attraper les gens qui vont aller voir ce qui se passe sur ces leurres-là. On utilise ça tant du côté des TI que du côté des TO. On va les utiliser de façon différente. Donc, la plupart de nos solutions, quand c'est la même solution qu'on réutilise des deux côtés du pare-feu de segmentation TI-TO, on va souvent les utiliser de façon différente du côté TO. La déception côté TI, on va déployer un faux serveur ERP ou un faux serveur de fichiers, par exemple. Et ensuite, on va déployer des pistes ou des tokens sur des postes de travail des gens dans l'entreprise. Comme ça, un poste de travail compromis va amener un attaquant vers le leur. D'un point de vue opérationnel, on n'aura pas des pointeurs vers une machine de ventilation ou un automate. Ça n'a aucun sens. Ce qu'on va faire, par contre, on va déployer plusieurs fausses machines sur le réseau afin de profiter d'un côté statistique. Donc, espérer que les attaquants vont tomber sur leur avant de tomber sur la vraie machine. J'expliquais plus tôt, nous faisons affaire avec plusieurs partenaires, que ce soit côté vendeur industriel, côté détection, intelligence, côté OT industriel ou gestion d'événements d'un point de vue industriel. Nous avons des solutions, nous fonctionnons aussi avec des partenaires qui ont aussi ces solutions-là ou complémentent carrément notre offre. Donc, en conclusion, petit rappel, nous avons des solutions spécialisées pour les, le monde industriel, mais en même temps, euh, on ne dépend pas de ces composantes-là pour pouvoir protéger le réseau industriel. Nous offrons toute cette capacité-là à même tous nos versions, que ce soit TI, OT, TO ou même virtuel, même dans le cloud. Si jamais vous déplacez des charges OT vers le cloud, par exemple, ben, vous êtes en mesure d'utiliser le FortiGate Cloud avec les signatures OT à l'intérieur pour pouvoir protéger vos
vos services que vous auriez déployés dans le cloud. On a une équipe spécialisée dont je fais partie pour apporter ces connaissances-là. Donc, comprendre votre environnement et pouvoir vous aider dans la sélection ou le design de solutions appropriées à votre environnement. Nous avons, via FortiGuard Labs, des connaissances spécialisées en opérations pour les TO. Donc, ce qui nous permet d'avoir plus de 70 protocoles qu'on peut ajouter à l'intérieur d'un FortiGate pour justement vérifier et aider à la sécurité de tout le trafic qui transige dans votre réseau. Finalement, je vais parler de la possibilité, vous pouvez utiliser l'équipe Fortinet, mon équipe, j'ai accès à des ressources techniques. On fait un sondage avec vous où on vous pose quelques questions et via ces questions-là, on vous donne un rapport de la sécurité ou la maturité de votre de sécurité de votre réseau TO et ainsi qu'une feuille de route sur en 2 ou 3 phases sur comment elle pourrait être améliorée afin d'élever la cybersécurité de votre réseau TO. Merci beaucoup pour votre participation.